Traduction sans filet numéro 164. Et je sais qu'aujourd'hui j'ai déjà fait une vidéo, la troisième du projet Pinger, et c'est pas une raison pour délaisser l'autre grand chantier en train depuis 2 ans et demi déjà, les traductions sans filet, je ne les oublie pas. Je passe la journée à travailler, je passe même une partie de mes nuits à travailler, alors que je suis pas bien du tout en fait. J'ai une espèce de pharyngite mêlée de sinusite qui dure depuis plus de 2 semaines, et depuis 2-3 jours, vraiment la sinusite c'est insupportable, et ni le Doliprane, ni rien, n'y change rien, donc c'est assez pénible. Bon, ben, il faut croire que c'est malgré tout, comment dire, pas une raison pour se laisser abattre, et donc, eh bien, je fais quand même des vidéos afin de me couper de mon abrutissement pédagogique, parce que là, je viens de préparer des cours, de corriger les copies. Après cette vidéo, je vais repartir corriger les copies, bref, c'est pas évident. J'ai commencé à lire hier, j'ai 5 livres en train, ce qui est un petit peu trop peut-être. J'ai commencé à lire parce que j'en avais pas assez, il faut croire, je lisais rien en anglais en ce moment, donc histoire d'avoir quand même un livre en anglais en cours. Un livre que j'ai acheté, je sais plus bien où d'ailleurs, un roman de Bernard Malamud, God's Grace. Et Bernard Malamud, c'est un écrivain américain généralement classé dans la catégorie assez vague et assez vaste des écrivains juifs de la seconde moitié du XXe siècle, avec Philip Roth ou avec Saul Bellow. Et Bernard Malamud, j'ai lu il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, The Tenants, que j'avais beaucoup aimé, et j'ai jamais rien lu d'autre en fait. Et là, c'était l'occasion, j'ai dû trouver ça chez un bouquiniste, je sais plus bien. God's Grace, en fait, que j'ai commencé à lire hier, j'en suis au tiers à peu près. C'est une fable, un roman post-apocalyptique. En fait, le personnage principal est un scientifique juif, new-yorkais, très très préoccupé par les questions vétérotestamentaires et les questions divines, théologiques on dira, qui se retrouve être le seul survivant de l'apocalypse nucléaire. C'est un roman du début des années 80. Et après un certain nombre de péripéties, après avoir dérivé sur un bateau pendant des mois et des mois et des mois en compagnie d'un chimpanzé dont il pense qu'il est lui aussi en quelque sorte un des seuls survivants animaux vivants de la planète, il se retrouve sur une île, et après un certain nombre de péripéties, en fait, le chimpanzé se met à parler. Voilà. C'est pas totalement, évidemment c'est complètement délirant dans le principe, mais c'est pas totalement délirant en ce sens que ce chimpanzé, quand il le retrouve sur le bateau, c'est un chimpanzé à qui un scientifique avait commencé à apprendre le langage des signes, et sur lequel ce scientifique, qui fait partie évidemment de toute l'humanité décimée, sur lequel ce scientifique avait également pratiqué une opération du pharynx et du larynx afin de lui permettre de pouvoir articuler un langage comme les êtres humains. Donc c'est pas totalement absurde, bon évidemment c'est très fictionnel. Voilà, donc c'est pour dire, voilà, je suis en train de lire ce livre, je sais pas trop vers où il va, mais c'est assez particulier, ça appartient à cette grande catégorie des livres post-apocalyptiques, de fin du monde, de survivance, bon, comme je le sais, je le cite à chaque fois, Wittgenstein's Mistress, la maîtresse de Wittgenstein, de David Moxon, qui pour moi reste le summum dans ce genre-là. Donc je ne sais pas trop où ça va, mais je me suis arrêté là à la page 66, et à la page 66, il y a un paragraphe qui est justement sur l'apprentissage ou le perfectionnement du langage par le dictionnaire. Donc le personnage principal apprend, Cohen, apprend à Buzz, le chimpanzé, du vocabulaire en utilisant un dictionnaire. Buzz began his language studies diligently assisted by Cohen, who read him selected pages in the dictionary. Cohen redefined the definitions, not always to Buzz's satisfaction. At first, the chimp felt a word should mean what it looked like. He wanted an aardvark to be a snail in its shell, hoping the aard was the snail and the vark its cubicle. Later, he accepted the aardvark as a termite eater and called the snail a disgusting slug. Bien, alors évidemment, ce qui se passe ici, dans la question terminologique, dans la question du langage, c'est qu'on se trouve dans un de ces extraits de romans dans lequel ce qui est problématisé, c'est la question, on va dire, en faisant un peu les intellos ou les philosophes à deux balles, la question de l'hermogénisme et du créativisme, à savoir que dans ce passage, le chimpanzé, en apprenant des mots de la langue anglaise par un dictionnaire de langue anglaise et en ayant pour maître un anglophone, se trouve confronté à la question bien sûr de l'arbitraire du signe. C'est-à-dire que voilà, évidemment il se trouve
confronté à l'arbitraire du signe, comme aurait dit Saussure, au parti pris d'Hermogène, et lui en fait serait cratylien, c'est-à-dire qu'il voudrait absolument que les mots correspondent à ce qu'ils lui font s'imaginer en termes de référents. Et donc Buzz est donc un jeune chimpanzé récemment doué de parole, totalement cratylien, et dans cet exemple-là, parlons dans ce passage-là, l'exemple c'est avec le mot aardvark. Et donc, he wanted an aardvark to be a snail in its shell, hoping the hard was the snail and the vark its cubicle. Alors évidemment, pour traduire, on va être un peu embêté parce que, effectivement, c'est le mot aardvark lui-même qui, pour lui, représente un escargot dans sa coquille. Il y a plusieurs problèmes ici. Aardvark, en français, je crois que c'est l'Oryctérope. Donc ça veut dire qu'on a un mot en 2 syllabes d'un côté, en 3 syllabes de l'autre en français. Donc comment faire pour qu'il y ait l'escargot et la coquille en 2 syllabes si on choisit l'Oryctérope en 3 syllabes. Et puis deuxième difficulté aussi, moi je me suis dit qu'en fait la raison pour laquelle Buzz s'arrête en compagnie de Cohen sur aardvark, c'est parce que c'est au tout début du dictionnaire. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. On va voir. Buzz, donc voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis arrêté là-dessus. Comment on traduit cette question du chimpanzé qui découvre, du chimpanzé cratylien qui découvre le mot aardvark au début du dictionnaire, et tout ça est totalement dans la langue anglaise. Comment on transpose ça? Buzz began his language studies. Buzz entreprit ses études de langue ou ses études de linguistique, diligently assisted by Cohen, avec l'aide appuyée, avec l'aide, pas diligente, l'aide, comment on dit, fervente, hein, voilà, c'est ça, avec l'aide, qu'est-ce que j'avais dit, appuyée, bon allez on va regarder ça, de Cohen, who read him selected pages in the dictionary, qui lui lisait des pages choisies du dictionnaire. Cohen redefined the definitions. Cohen redéfinissait les définitions. Ça, il n'y a pas à y toucher. C'est curieux comme répétition, mais elle est en anglais. Not always to Buzz's satisfaction. Sans que cela... Alors, si c'est au passé, on va être obligé de faire un... Normalement, il faut une concordance des temps, donc un imparfait du subjonctif. Cohen redéfinissait les définitions sans que cela satisfie, I, accent circonflexe, T, toujours Buzz. Donc, c'est pas terrible quand même de verbaliser de cette manière-là en raison de la concordance des temps. Donc soit on ne respecte pas la concordance des temps sans que cela satisfasse toujours Buzz, ou alors on va faire autrement en ne convainquant pas systématiquement Buzz, peut-être quelque chose comme ça. At first, the chimp felt a word should mean what it looked like. Au début, le chimpanzé, on ne va pas avoir de diminutif de chimpanzé comme on a en anglais, chimp, chimpanzee, chimp. Au début, le chimpanzé ou le jeune chimpanzé pensait qu'un mot devait, alors, mean what it looked like, devait, que le sens d'un mot, on peut dire, devait signifier ce à quoi il ressemblait, c'est pas possible. Penser que le sens d'un mot devait correspondre à ce à quoi il ressemblait, ou devait correspondre à son apparence, peut-être, à son vrai, que le sens d'un mot devait correspondre à son apparence. Bon. He wanted an aardvark to be a snail in its shell. Donc littéralement, pour lui, il fallait qu'un oryctérope soit un escargot dans sa coquille. Et là, on a un petit problème qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'oryctérope n'est pas un mot en 2 syllabes, n'est peut-être pas un mot d'ailleurs qui en soi suscite l'imaginaire comme aardvark en anglais, et puis surtout ne se trouve pas au début du dictionnaire. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi? Parce qu'après le aardvark c'est bien un termite eater, donc c'était un mammifère mangeur de termites, donc qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Donc soit on garde ça, soit on va chercher un animal peut-être soit avoisinant, commençant par la lettre A, je ne sais pas très bien lequel, un A, je ne sais pas quoi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à la rigueur, on pourrait prendre n'importe quel mot du début du dictionnaire pour que ça corresponde à cet aspect-là. Un abricot, par exemple. Tiens, un abricot. Tiens, pourquoi pas. Un abricot, est-ce que ça marche? Pour lui, il fallait qu'un abricot soit un escargot dans sa coquille. Alors, abricot, c'est en 3 syllabes. Ah, abri, bah oui, ça marche bien, puisqu'il y a le mais ça tombe pas mal. Hoping
The hard was the snail. Le co devait être, le co c'était l'escargot, et l'abri c'était l'habitacle. Ça marche presque trop bien même, c'est pas assez arbitraire ou pas assez absurde justement comme exemple. Bon, ben, ça donne une idée des questions qu'on se pose. C'est-à-dire si je prends le temps de travailler de manière approfondie cette traduction et non pas de l'improviser comme je suis en train de le faire, je vais hésiter entre oryctérope, abricot et puis plein d'autres solutions. Later he accepted the aardvark as a termite eater. Donc, il finit par accepter que l'oryctérope était un mangeur de termites, ou que l'abricot était un fruit à noyau, par exemple, si on continue de transposer ça. And called the snail a disgusting slug. Et il se mit à dire que l'escargot était une limace dégoûtante. Voilà pour ce paragraphe un peu particulier dans lequel le mot aardvark, dans sa matérialité même, est utilisé pour une sorte de rejeu du débat entre Hermogène et Cratyle et une réflexion sur l'arbitraire du signe et comment on fait ça et comment on traduit ça en français. Voilà, c'était Traduction sans filet numéro 164 et j'espère que ma sinusite va un jour s'arrêter. Bon jeudi.